15h35 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui, le philosophe Luc Ferry. Toujours avec moi en notre compagnie. Et on s'est laissé juste un petit peu avant le journal en disant qu'on allait parler du sens de la vie puisque nous sommes mortels. Je vous ai demandé si vous aviez répondu sauver sa peau. Vous m'aviez dit que non. Et alors, je veux avoir la réponse, Luc Ferry. C'est pas ça. L'idée, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 5 grandes réponses à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Parce que nous sommes mortels comme les animaux. Contrairement aux dieux, nous ne sommes pas immortels, mais contrairement aux animaux, nous savons que nous allons mourir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là entre-temps ? Voilà, en gros, ça s'arrête on va essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va donner comme sens à nous ? Ou alors, on dit, il n'y a pas de sens de la vie, on s'en fout, on va se divertir, on va s'éclater, je ne sais pas. Essayez d'être heureux. Dans l'histoire, c'est pas le bonheur. Non, c'est plutôt le sens. C'est pas la même chose parce qu'on peut avoir donné du sens à sa vie sans que ça passe forcément par le bonheur. Je n'aime pas la psychologie positive. Ça n'a rien à voir. On peut très bien sacrifier sa vie pour une cause. Donc, ça ne rend pas heureux de sacrifier sa vie, mais pour une cause qu'on considère comme supérieure à sa propre vie. Ça peut exister. Et ça donne du sens à sa vie. Et ça donne du sens à sa vie. Donc, ce n'est pas forcément le bonheur. Mais vous avez 5 grandes réponses que je présenterai justement dans la semaine, enfin, ce week-end prochain là, à l'Hôtel Royal à Évian, à l'invitation de mon ami Franck Ribou. Et donc, je vais raconter ça parce que c'est une histoire absolument géniale. Je vous la fais en moins d'une minute, en 45 secondes, mais évidemment, il faudrait développer pour que ça ait du sens. Toutes les réponses sont liées à l'idée d'harmonie. Harmonie avec l'ordre cosmique pour les Grecs. On trouve la vie bonne quand on met sa vie en harmonie avec le cosmos et qu'on trouve sa place dans l'ordre du monde. C'est ce que reprennent un peu les écologistes aujourd'hui. Harmonie avec le divin dans les grandes religions monothéistes en particulier. Harmonie avec les autres lorsque la res publica, la République, l'idée démocratique commence à s'installer à partir du XVIIIe siècle et des Lumières. Harmonie avec soi-même quand on fait une psychanalyse ou quand on passe par la psychologie positive ou les théories du développement personnel. Et harmonie avec ce qu'on aime quand on est rentré dans la logique moderne du mariage d'amour et de la famille moderne. Donc vous avez 5 grandes réponses qui sont d'ailleurs extrêmement intéressantes, dont l'histoire est intéressante parce qu'on va du moins humain, le cosmos, au plus humain. Ce qu'on aime. Et donc, je développe pas ça davantage, mais ces 5 réponses sont toutes les 5 géniales. À la différence de l'histoire des sciences, les réponses anciennes nous parlent encore. En revanche, dans l'histoire des sciences, les sciences dépassées, si je vous dis que la Terre est plate, non, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, les sciences dépassées sont dépassées. Les philosophies dépassées ne sont pas dépassées. On peut les habiter encore. Et voilà. Et c'est ça que j'ai envie de raconter. Et c'est ça qui m'intéresse depuis des décennies maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années. J'y ai consacré plusieurs livres et je raconterai ça donc le week-end prochain à Évian. Alors ça m'amuse beaucoup. Voilà. Je vous ai posé cette question, Luc Ferry, parce qu'une philosophie commence à être pleine et entière lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. C'est a priori ce que j'ai cru lire. Oui. Voilà, là je suis juste. Oui. Plus une philosophie est athée, vous avez peur maintenant. Oui, je prends des précautions quand même. Mais j'aime bien que vous me corrigez. Plus elle correspond à la définition de la philosophie. Et alors, Luc Ferry, vous le savez, on est sur Radio J et j'ai relevé une phrase que vous avez tendance à dire assez souvent. C'était le dimanche 25 avril 2021 à la manifestation pour Sarah Halimi. Ah oui. C'est dans quelques secondes. Qu'est-ce que j'ai dit ? On va trouver ce petit... que je dis parfois sur la toile, je ne suis pas juif. Je vais vous faire un aveu, personne n'est parfait, je ne suis pas juif. Alors, vous êtes philosophe et j'ai envie de vous demander, est-ce que donc la bonne philosophie se trouverait chez les juifs ? Alors, les juifs, c'est quand même... Les juifs, ça dépend lesquels. Vous avez des juifs athées. Enfin, mon ami Marek Alter ou Alain Finkielkraut sont des athées, ou pas autant que je puisse en juger à leur place, si je les comprends bien. Donc, vous avez des juifs athées. Mais si vous parlez de la religion juive, il y a 2 types de spiritualité, que ce soit la religion juive ou la religion chrétienne, ou même la musulmane. Parlons des 3 grands monothéismes. Il y a 2 types de spiritualité. Vous avez des spiritualités avec Dieu et par la foi, et elles répondent à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. Et en gros, la vie bonne pour les mortels, pour les religions, c'est la vie en harmonie avec les préceptes divins. Par un biais ou par un autre, c'est quand même à ça que ça revient. Et puis vous avez ce que j'appelle des spiritualités laïques, des spiritualités sans Dieu, c'est pas simplement des morales. La morale m'intéresse très peu en vérité, mais c'est des grandes spiritualités, comme par exemple le bouddhisme ou même le spinozisme par exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres, je suis ni bouddhiste ni spinoziste d'ailleurs. Mais au fond, ça répond, ce sont des philosophies qui répondent à la question de la vie bonne pour les mortels, du sens de la vie si vous voulez, mais sans passer par Dieu et sans passer par la foi, c'est-à-dire avec les moyens du bord et la lucidité de la raison. Donc spiritualité laïque et spiritualité religieuse, mais toutes
s'occupe de la question de la vie bonne pour les mortels. Il y a en tout cas une philosophie qui est la recherche de la sagesse, disons-le clairement, la philosophie, voilà, c'est l'étymologie, qui est celle-ci chez les Juifs. C'est, vous le savez, on dit souvent, même dans le malheur, on dit que tout est pour le bien. Est-ce que ça, c'est une bonne philosophie ? Alors, ça dépend comment on interprète la formule. Vous savez bien que chez les Juifs, si vous avez dans les pires épreuves, on répond toujours ça. Oui, mais enfin, si j'avais un rabbin ici, s'il y avait 10 rabbins autour de la table, il y aurait 10 interprétations différentes de la formule, vraisemblablement. Si ça veut dire que tout est bien dans le monde, si c'est une théodicée, comme on dit, du genre Leibniz, à savoir que le mal est le vecteur d'un bien supérieur, non, je n'y crois guère. Là, je serais plutôt du côté de Voltaire, parlant du tremblement de terre de Lisbonne contre les Leibniziens et disant non, les catastrophes sont des catastrophes et il n'y a aucun bien à en tirer. Je vois pas quel bien il y a à tirer du génocide des Juifs, du génocide hitlérien. Bon, donc il n'y a aucun bien à en tirer. D'ailleurs, c'est ça qui est horrible dans ces catastrophes humaines, c'est que c'est pas réparable. C'est ça qui est abominable, c'est qu'on est dans l'irréversible, il n'y a rien à faire. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas réparer. Moi, ça me réveille la nuit. Et donc, ces grands crimes contre l'humanité me réveillent la nuit parce que, justement, il y a quelque chose d'absolument irréversible et on ne peut rien en tirer de bien. Il n'y a pas de leçon de l'histoire. Pascal Horry vient de publier un livre qui s'appelle « La haine du juif », qui est très intéressant, où il raconte un peu l'histoire de l'antisémitisme en historien. C'est tout à fait remarquable. Il a une phrase qui est assez juste à mes yeux, qui est intéressante en tout cas, qui mériterait discussion. Il dit on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien ». Et d'une certaine manière, regardez aujourd'hui, l'antisémitisme continue à croître et embellir dans de très nombreux pays, y compris en France. Et c'est comme si on retenait pas les leçons de l'histoire, parce qu'il n'y a pas de leçons de l'histoire d'une certaine manière. C'est compliqué, on aimerait qu'il y en ait, mais c'est pas évident. On va essayer de reparler de cela avec vous, Luc Ferry, dans le courant de cette émission. Mais vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs vous préparent une demi-heure à votre image. Et parmi eux, notre barbier du matin, mais aussi notre homme de théâtre, Christophe Barbier, pour fouler les scènes que vous aimez. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyrielle, bonjour Luc. Alors aujourd'hui, notre invité a souhaité évoquer Don Juan, non pas celui de Molière ni de Mozart, celui de Tirso de Molina. Pour commencer, qui est cet auteur, Tirso de Molina ? Ah oui, il faut l'expliquer à nos auditeurs. C'est un moine ibérique, de son vrai nom Gabriel Tellez, qui est né à la fin du XVIe siècle, 1583. Il meurt en 1648, mais le voilà donc instauré comme un pilier du siècle d'or espagnol. On peut citer Lope de Vega et Pedro Calderón de la Barca à ses côtés dans ce siècle d'or, et bien sûr l'ombre portée du grand Miguel Cervantes, Don Quichotte. Alors frère Tirso entre dans les ordres à l'adolescence. Il ne va pas rester cloîtré pour autant, il va beaucoup voyager, Andorre, Séville, la Galice, le Portugal. Il va même aller séjourner à Saint-Domingue. Ce siècle d'or, c'est aussi le siècle du Nouveau Monde qui enrichit l'Espagne et le Portugal. Frère Tirso de Molina voyage aussi par l'imagination. Il est un véritable graphomane. Il va composer 317 pièces de théâtre. Alors songez donc, Racine, il a composé 12 tragédies. Et Shakespeare, on lui en attribue 35. Tirso de Molina, c'est 317 pièces, pratiquement toutes écrites dans une période de 20 ans. Des comédies morales, des comédies religieuses pour édifier le peuple, mais aussi des comédies de mœurs, des pièces d'aventure. Il y a même de déchirantes histoires d'amour. On lui doit ainsi Les Amants de Teruel. C'est une sorte de Roméo et Juliette ou de Tristan et Iseux à l'espagnol. Ça se passe au Moyen-Âge. Diego et Isabelle s'aiment. Ils ne peuvent pas se marier car Diego est trop pauvre. Alors Diego, il va partir à la conquête du monde, faire fortune. Mais à son retour, trop tard, Isabelle vient d'en épouser un autre. Alors, le pauvre Diego, il en meurt de chagrin. Isabelle va à ses funérailles, elle embrasse sa dépouille et elle meurt elle aussi. Et alors, en quoi son Don Juan a-t-il une grande importance dans l'histoire du théâtre ? Parce que ça fait partie de ces rares pièces qui ont créé un mythe universel. D'ailleurs, c'est même devenu un nom commun. On dit d'un homme, cet homme est un Don Juan. Alors, Tirso de Molina avait appelé sa pièce El Burlador de Séville, c'est-à-dire l'abuseur. Et l'abuseur, c'est au double sens de violeur de femmes et de mystificateur. Ce thème-là, il va être éternel, il va être sans cesse adapté. On a cité Molière, on a cité Mozart. On aurait pu citer, je ne sais pas si Luc connaît cette pièce, le Don Juan d'Alexandre Dumas, qui s'appelle Don Juan de Marana. C'est un Don Juan complètement fou, avec des tas de duels, des tas d'aventures, totalement romantiques, mais à la fin, à la dernière seconde avant d'être emporté, eh bien, Don Juan de Marana se repent et il est donc
pardonner. Le mythe, vous l'avez dit, c'est essentiellement en France le mythe qui a instauré Molière avec le Festin de Pierre, pièce très intéressante. On est en février 1665. Molière veut en fait reprendre le flambeau du Tartuffe qui a été joué l'année précédente mais qui est interdit et qui le restera encore jusqu'en 1669. Don Juan, c'est un manifeste gassindiste, rationaliste. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. Voilà ce que dit Don Juan. C'est aussi un brûlot athée. Avec la fameuse scène du pauvre, l'ermite va recevoir un louis d'or de la part de Don Juan à condition qu'il jure, qu'il blasphème. Le pauvre refuse et Don Juan va céder. Il va lui donner la pièce en lui disant « Va, va, je te le donne pour l'amour de l'humanité. » L'amour de l'humanité, c'est déjà Voltaire qui parle à travers Molière. D'ailleurs, après la mort de Molière, pour jouer cette pièce, on va demander au frère de Corneille, Thomas Corneille, de la mettre en alexandrin et surtout d'enlever tout ce qui est sulfureux sur la religion. Eh bien, cette version-là va être jouée jusqu'en 1841. C'est seulement à ce moment-là qu'on reprend le texte de Molière. Et évidemment, on en redécouvre la puissance en 1947, quand Louis Jouvet le met en scène et le joue. Il va le jouer 200 fois. Et un soir, j'en terminerai par là, François Perrier, qui a été l'élève de Jouvet au conservatoire, vient voir Jouvet dans Don Juan. Il va le voir dans sa loge après la pièce, il lui dit « Maître, j'aimerais bien un jour jouer cette pièce. » Et Jouvet lui dit « Jamais, ne touche pas à ça. Enfin quand même, maître, je pourrais jouer au moins Sganarelle. » Et Jouvet conclut « Ne touche pas à ça, ça brûle. » Et vous voyez, Don Juan, ça brûle toujours. Merci beaucoup Christophe Barbier pour cette fine analyse toujours concise et précise. Et je crois que Luc Ferry aurait quelques petites choses à apporter. Alors non, je trouve ça magnifique, bravo Christophe, c'est passionnant. Et en effet, Alexandre Dumas est aussi inconnu que le Tirso de Molina et ça mérite d'être lu, c'est amusant. Puis j'aurais une question, il est encore là notre ami ? Bien sûr. Oui, je suis là. Ah, formidable. Parce que tu sais, il y a ce mythe selon lequel c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière, donc c'est à mon avis un mythe, mais enfin c'est un mythe. C'est un mythe, Georges Forestier l'a démontré avec de nouveaux Absolument, ordinateurs. j'ai lu le papier de Forestier qui est remarquable contre cette illusion, mais qui est lié au fait précisément que Thomas Corneille, le frère de Corneille, avait réécrit un certain nombre de pièces. Voilà, c'est de là qu'est né ce mythe. Exactement, c'est de là qu'est absurde. né, et d'une vraie collaboration entre Pierre Corneille et Molière, c'est Psyché. Absolument. Psyché, une commande du roi, là ils se sont mis à deux. Là, ils se sont mis à deux, il y avait 3 exactement. semaines. Et le frère a réécrit en effet le Don Juan. Et alors, donc ce mythe est sorti. Enfin, ça rejoint les thèses complotistes. Enfin, il y a un certain nombre d'historiens qui ont repris ça, mais que j'ai entendu là-dessus. Je vais pas citer leur nom parce qu'ils sont pas là et ce serait désagréable, mais c'est évidemment une blague. Sinon, juste un mot sur la différence entre le Tirso de Molina et puis le Molière. Enfin, entre ces deux Don Juan. En effet, c'est Tirso de Molina qui invente le personnage qui va devenir un véritable mythe et qui va traverser les siècles. Mais la grande différence, c'est que, comme l'a d'ailleurs très bien suggéré Christophe, le personnage de Molière est un libertin. C'est-à-dire que c'est un athée, c'est un matérialiste, c'est un gassindiste, c'est un libertin. Et il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le courant libertin est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai courant libertin. Et au fond, c'est si on veut, un 68 art avant la lettre. Alors que le Don Juan de Tirso de Molina, c'est le diable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend le mal comme projet. C'est pas quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui prend le mal comme projet. Et donc c'est un personnage diabolique. C'est pas pour rien que c'est un père jésuite qui rédige cette pièce. Et en vérité, c'est pas un personnage sympathique du tout, tandis qu'à la limite le Don Juan de Molière, il a des côtés sympathiques, il est drôle, bon, pas entièrement parce qu'il y a quand même des côtés très sombres, notamment la scène qu'évoquait Christophe du mendiant. Bon, mais néanmoins c'est pas le diable, voilà, c'est plus un libertin athée matérialiste que le diable, tandis que celui de Tirso de Molina, c'est quelqu'un qui ne fait que prendre le mal comme projet. L'abuseur, c'est celui qui fait exprès de tromper tout le monde. Et il y a un autre personnage, Marie-Claire, qui est un personnage aussi diabolique, et là aussi on le déforme, c'est Carmen de Prosper Mérimée, qui est un peu l'équivalent de Don Juan, du Don Juan de Tirso de Molina, et qui est aussi un personnage diabolique. C'est deux personnages absolument fascinants. Je suis pas sûr que... évidemment, Molière est génial, mais ça rend pas justice à cette première invention du personnage de Don Juan. Et on en reparlera plus longuement une prochaine fois avec vous, Luc Ferry et Christophe Barbier. Merci beaucoup. Merci, on vous retrouve demain matin à 7h45 pour le Barbier du matin. Qui sera votre invité demain matin, Christophe Barbier ? Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État dédiée à la jeunesse. Eh bien, parfait. Rendez-vous demain matin, Christophe Barbier, à 7h45 pour le Barbier du matin. Vous écoutez Radio J.
Allez, tout de suite, on parle d'émotions. On parle d'émotions avec vous, Luc Ferry, des émotions liées à vos goûts en matière de culture. Et je crois que vous êtes un fervent amateur de musique classique. Ah oui. Parmi les morceaux qui comptent dans votre vie, il y a le 6e prélude de Chopin, je crois. Et nous l'avons prévu pour vous. Oui. Alors, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Pourquoi ce morceau précisément, plus qu'un autre finalement? Il y a tout dedans. Il y a à la fois Bach et Schumann. Il y a vraiment tout. C'est-à-dire que je trouve que là, Chopin est absolument génial parce que le travail de la main gauche, qui est vraiment le travail de l'harmonie, la mélodie se joue à l'intérieur de l'harmonie. C'est pas pour faire cuistre ce que je dis ça, mais c'est parce que dans la musique, dans la vraie musique, qui est pour moi quand même essentiellement la musique classique, il y a 3 paramètres. Il y a l'harmonie, il y a la mélodie et il y a le rythme. Et dans Chopin, il y a absolument tout. Et dans ce 6e nocturne, c'est à la fois la réconciliation du classique et du romantique. Donc je trouve que voilà, si j'étais compositeur et que je rêvais d'être capable d'écrire quelque chose de génial, c'est ça que je rêverais d'avoir écrit. Voilà. Et alors parmi les morceaux de Chopin, il y a aussi Nocturne in C sharp minor, je crois que c'est ça qu'on dit, un morceau beaucoup plus connu, beaucoup plus populaire, trop populaire pour vous, c'est un des plus célèbres. Non, je ne sais pas, faites-moi écouter parce que on va vous me vous le dites faire en écouter. C sharp minor. On va le faire moi, écouter tout de suite. Mais... Nocturne in C sharp minor, c'est bien comme ça qu'il est noté. Il y en a 19 à l'origine et 20. Oui, il est génial aussi. Il est super connu celui-ci. Super connu quand on écoute les nocturnes de Chopin, vous savez. Donc, dans la version initiale, il y en a 19. Et puis après, il y en a 2 ou 3 autres qu'on a rajoutés qui sont très beaux aussi. Les derniers sont magnifiques. Mais celui-là est sublime. Enfin, il est absolument génial. Justement, on va continuer dans les morceaux de votre vie avec la méditation de Thaïs par le violoncelliste et prodige Gauthier Capuçon, frère cadet du violoniste Renaud Capuçon d'ailleurs. Un morceau extrêmement tendre, encore une fois. Vous êtes un romantique, je crois, Luc Ferry. Non, le classique aussi, mais j'aime les musiques romantiques qui intègrent Bach. Voilà, c'est-à-dire au fond ce qu'il y a de plus grandiose dans le classicisme, c'est le clavecin bien tempéré de Bach. C'est pas pour être cuistre, c'est vraiment, je trouve que la rencontre des deux. Donc on la rencontre chez Schumann, on la rencontre chez Franck, évidemment César Franck. Là c'est Massenet, musique française, mais c'est aussi génial. Il y a dans cette musique française quelque chose d'extraordinaire. Il y a comme une philosophie de vie dans ce type de morceau, un truc qui dirait ainsi va la vie. Mais tant que vous respirez, aimons-nous vivants, car l'eau coule, la vie passe. De toute façon, nous n'en sortirons pas vivants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, ça, c'est sûr qu'on ne va pas en sortir vivant, c'est regrettable. Moi, j'aimerais bien que ça dure longtemps. Mais un mot sur Gauthier Capuçon, qui est un type génial. Moi, j'ai joué du violoncelle pendant des années, mais mal. Et j'ai une immense admiration. Vous savez, on n'admire jamais que ce qu'on n'est pas capable de faire. Bon. Bien sûr. Et j'ai une immense admiration pour lui parce que, voilà, d'abord, il a un merveilleux violoncelle. L'instrument est magnifique. C'est une merveille, c'est une œuvre d'art. Mais il en joue avec, justement, ce mélange de romantisme et en même temps de rigueur classique que j'adore, enfin que je mets au-dessus de tout. Voilà. Après, j'aime des choses dans les variétés, je suis comme tout le monde, il y a des chansons que j'aime bien, mais bon, c'est quand même 14 crans en dessous de ça, c'est plus ce qui vous définit, ce que vous Oui, aimez. voilà. Si je devais sur l'île déserte, je garderais Chopin, Bach et César Franck. On va regarder ce qui vous définit un peu plus maintenant, côté gastronomie, si vous le voulez bien, Luc Ferry. Vous allez vous faire croquer par notre chroniqueur Rudy Doucan, découvert dans la télé-réalité The Circle sur Netflix, où il nous a régalé, comme on dit chez lui, l'occasion de mettre nos papilles en éveil sur Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'emplissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Rudy Doucan, bonjour. Comme chaque jour de la semaine, du lundi au mercredi, vous avez la marmite dans l'œil puisque nos invités vous inspirent. Quoi donc aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, bonjour Luc Ferry. Bonjour. Enchanté. De même. Je suis ravi de parler avec un ancien ministre. Ma mère va être archi contente. Alors, je vous cache pas qu'au début, j'ai cru que c'était Luc Perry, l'acteur de Beverly Hills. Ah oui. C'est incroyable. Je dis c'est incroyable, l'émission elle est internationale. Après j'ai dit non, c'est un ministre, c'est encore mieux. C'est encore mieux du coup. Moi j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous comparer. Et moi du coup, pour vous Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, je pense que pour moi c'est une blanquette de veau. Voilà, je vous le dis. Pour moi, Luc Ferry, c'est une blanquette de veau. Parce que déjà, je sais que vous aimez beaucoup
le veau purée de la brasserie des Capucines, c'est ça? Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ouais. La purée est délicieuse avec le foie de veau. Oui. Et le foie de veau, d'accord. Du coup, bon, pour moi, j'ai pensé à la blanquette de veau parce que, alors, vous allez me demander le rapport, mais pour moi, le rapport, en fait, c'est qu'il y a plein de choses dans la blanquette de veau. Il y a beaucoup de choses, un petit peu comme vous, votre carrière, vous avez fait plein de choses. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, de la recherche, philosophe. Vous avez été éditorialiste, vous avez écrit plein d'ouvrages, vous avez même fait un album. Et pourquoi vous mettez tout à l'imparfait? Je suis encore vivant. On va faire encore beaucoup de choses. On va rajouter des pommes de terre là. Je vous vois, c'est différent. Vous avez même fait un album. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Après, je me suis rendu compte que c'était un livre audio. Du coup, j'ai dit, c'est quand même incroyable, c'est quand même ouf. Et moi, je suis fasciné en fait par les gens comme vous qui font une tonne de choses. Je suis aussi autant fasciné en fait quand on me fait une bonne blanquette de veau, parce que c'est super dur à faire une blanquette de veau. Il y a les carottes, le céleri, les champignons, les échalotes, les poireaux et le veau bien sûr. Et donc pour moi, vous êtes le veau et tous les ingrédients. Rudy, que vous sachiez, je crois que Luc Ferry n'aime pas du tout la blanquette de veau. Je dois être honnête avec vous. Non, j'aime quand même, mais bon, je vous trouvais sympathique au début, mais ça va se gâter. Non, là, mon Dieu. En fait, vous allez voir où je vais en venir. En fait, parce qu'en fait, allez-y. Tous les ingrédients à côté, c'est ce que vous avez fait dans votre carrière professionnelle. Il y a une tonne de choses comme ingrédients dans la blanquette de veau. Tout va bien ensemble, tout est cohérent, tout est harmonieux, un petit peu comme tout ce que vous avez entrepris. Donc voilà pourquoi, moi, vous me faites penser à une blanquette de veau, parce que moi j'adore la blanquette de veau. Et donc du coup, j'espère maintenant, monsieur Ferry, que quand vous allez manger une blanquette de veau, même si vous n'aimez pas trop ça, j'espère que vous allez penser à moi. Oui, non, mais écoutez, c'est adorable, c'est un très gentil compliment, et j'aime quand même la blanquette de veau. Mais voilà, non, on peut se réconcilier là-dessus. Mais j'aime les choses les plus simples. Au ministère, j'avais un chef qui était absolument génial, qui était un des cuisiniers de chez Robuchon. Il me faisait toujours des trucs absolument magnifiques, des petites langoustines en papillotes, des machins sublimes, des petits homards bretons. Puis à un moment, je lui ai dit, mais pitié, arrête, soyez gentil, je n'aime que les coquillettes aux gruyères, le steak haché et la purée, donc arrêtez le riz à gâteau avec du beurre dessus, mais pitié, arrêtez de me faire des trucs sophistiqués. Et il était sympa comme tout, mais bon, en effet, il m'a fait du riz à gâteau avec du beurre dessus et d'un steak haché, mais je l'ai beaucoup déçu. Merci beaucoup, Rudy Doucan, alias Baba Rudy, pour cette blanquette de veau aujourd'hui. Merci à vous, c'est très sympa. Et on vous retrouve sur vos réseaux sociaux, bien évidemment. On vous retrouve demain pour manger nos invités sur scène le 28 octobre à Marseille, le 10 novembre à Aix, le 18 à Lausanne, le 25 novembre et 30 décembre de nouveau à Marseille. Chers auditeurs, prenez vos places. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez, vous restez bien sûr encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, une pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar, notre coup de cœur du jour, le débrief de Judith Cohen-Solal, nos auditeurs qui vous interrogent et notre séquence tac au tac. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez nous écrire et poser vos questions à Luc Ferry, vous pouvez le faire en direct en nous laissant vos questions et vos coordonnées sur le mail cyrielsarahcohen@gmail.com ou en nous contactant sur le groupe Instagram de Radio J. Restez connectés.